Parfait. Donc, voulez-vous, je, je C'est fais la aucun homme. présentation. Donc, je prends Oui, la parole. Donc, docteur Charpentier, hein, merci à tous. Donc, on voulait vous présenter l'étude Actidiab, euh, qui qui aura besoin évidemment de votre pleine participation et vous allez comprendre pourquoi. Diapositive suivante. Qu'est-ce qui les passe? Qu'est-ce qui passe les diapos? c'est pas moi. Ah, c'est très bien. Donc, pour le sommaire, je ne sais pas si quelqu'un veut le présenter. Il est exposé là. Donc, Bon, Docteur Dreux, vous. hop, ça c'est fait. Ouais, non, La c'est beauté. simplement qu'effectivement, le CPTS ont été mobilisés par le CERIT et par le professeur Charpentier dans le cadre de cette étude qui nous a paru vraiment très, 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 très intéressante. Et ils ont effectivement besoin de notre aide pour le recrutement. Donc, il va nous expliquer un petit peu ce qui se passe. Et nous avons pensé que c'était vraiment les CPTS étaient un bon relais pour et donc de l'origine de ces deux webinaires pour présenter l'étude et motiver la plupart des professionnels de santé de nos territoires à se rapprocher du CERIT pour inclure des patients. Voilà. Parfait, Alors, merci. Eh ben, écoutez, diapositive, on peut rentrer dans le vif du sujet si vous voulez bien. Donc, en fait, il s'agit d'une assez vaste étude euh, dont dont le but, bien sûr, est de trouver la place de l'activité physique adaptée. Donc, vous savez que c'est un nouveau traitement promu par les autorités de santé, mais qui n'est absolument pas financé. Ce qui fait que c'est quelque chose, comme c'est onéreux, quelque chose qui est finalement assez peu réalisé. Donc, c'est bien sûr, le but, c'est de confirmer l'efficacité de l'activité physique adaptée, on va y revenir, dans le traitement du diabète de type 2, soit au début de la maladie, à la découverte, soit chez les patients mal équilibrés pour lesquels il faut faire une escalade thérapeutique. Et donc, à partir de cela, bien entendu, on aura des arguments pour aller voir l'assurance maladie en disant, bah, regardez, ça marche bien, mais il faut trouver un financement. Alors, il y a un objectif secondaire qui est important, c'est que l'activité physique, alors les gens peuvent en faire plus ou moins, il faut des professionnels pour pouvoir faire de l'activité physique. Il y a des gens qui n'en ont jamais fait et qui ont la cinquantaine, mais aussi il faut avoir en tête qu'à dépense énergétique égale, il y a des patients qui vont être répondeurs sur le plan métabolique et d'autres qui ne vont pas l'être. Et donc ça, on verra cet aspect tout à l'heure avec Samuel Ben Saïd, qui est quelque chose qui n'est pas connu et qui mérite d'être exploré et mieux cerné. Diapositive suivante. Voilà. Alors, c'est une petite une slide que vous connaissez pour vous montrer l'importance du problème. Hein. Il y a plus de 4 millions de diabétiques en France, comme vous le savez. Euh, le, une bonne partie d'entre eux sont en situation de surpoids, mais pas énorme, pas forcément. C'est 40% sont en surpoids, ce qui veut dire que l'autre n'est pas en surpoids. Et l'obésité massive sont relativement rares. Donc ça existe. Une prévalence plus élevée dans les populations originaires d'Afrique du Nord et à niveau socio-économique plus faible. Donc, je vous ai montré ici quelques chiffres pour vous convaincre. Euh, qui confirme tout cela. Et ça, je pense que vous le savez. Et je vous propose d'avancer dans la présentation. Voilà. Alors, diabète de type 2, je pense qu'il faut le rappeler, c'est une maladie souvent familiale qui progresse lentement dans le temps et qui démarre bien avant son diagnostic, puisque au moment du diagnostic, la sécrétion insulinique est déjà largement diminuée, alors que la sensibilité est en général diminuée aussi. Et donc, la maladie va progresser, la déchéance pancréatique va se poursuivre pendant une dizaine d'années, ce qui fait qu'au début, le traitement est assez simple. Il suffit de manger un peu moins et de bouger un petit peu plus. Et c'est ce bouger plus que l'on voudrait bien renforcer et organiser parce qu'on dit à nos patients, ben, bougez plus, oui docteur, mais en fait, ils ne bougent pas plus, comme vous le savez bien. Hein. Et puis ensuite, on fait les stades thérapeutiques que vous connaissez. On commence par la metformine,
Et on fait une addition thérapeutique progressive au fur et à mesure des années, puisqu'il faut monter une marche tous les 3-4 ans environ. Donc la monothérapie, puis la bithérapie ne suffit pas, puis arriver au GLP-1. Et in fine, au bout d'une dizaine, une quinzaine d'années, on a affaire à l'insuline. Mais dans tous les cas, l'activité physique adaptée reste indiquée à condition de pouvoir vraiment la mettre en œuvre avec des professionnels. Ça, c'est ça qui est important parce que dire aux gens faites un peu d'activité physique, ils répondent oui, docteur, mais ils ne savent pas et ils ne peuvent pas. Et donc, nous comptons beaucoup sur les maisons sport et santé avec les professeurs APA qui y sont pour prendre en charge tous nos patients. Nous, la nécessaire collaboration que l'on doit avoir. Diapositive suivante. Donc, Actidiab, traitement par l'activité physique adaptée comme traitement à part entière. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai un pavé là, Eric. Merci, c'est pas vrai, merci. Donc, c'est le traitement par l'activité physique adaptée comme traitement à part entière. Donc, je le dis bien, pour nos patients diabétiques. Et ça réclame des professeurs à part qui sont dans les maisons sport et santé. Parce que ça ne peut pas se faire sans cela. Vous nous direz ce que vous en pensez, mais vous n'avez pu mettre ça en place de façon durable s'il n'y a pas des professionnels. Donc, nous en avons un ici qui est Sami Ben Saïd, qui est enseignant à part, mais peut voir les patients une fois, mais évidemment, il ne peut pas les suivre. Et c'est ce qu'on va vous expliquer comment on peut organiser tout ça. Diapositive suivante. Donc, ça, on rentre dans le vif de l'étude, si vous voulez bien. On a fait un calcul d'effectifs, il faut recruter 120 patients environ, atteints de diabète de type 2. L'idéal, c'est d'avoir la moitié nouvellement diagnostiquée et l'autre moitié déjà traitée par monobithérapie, mais pour lequel le traitement est insuffisant, pour les raisons que j'ai précédemment expliquées, et pour lequel il faut faire une escalade thérapeutique. Donc, ces personnes-là, quand vous leur présenterez cette possibilité, on pourra les voir et notre enseignant à pas ici, Samir, les recevra, si vous le voulez bien, pour les évaluer et leur proposer un programme d'activité physique adapté qu'il mettra en place pendant la journée. Donc, ces patients passeront tous une journée au centre de recherche avec monsieur Ben Saïd, qui les formera et puis on les tirera au sort. Et à ce moment-là, soit le patient est d'emblée tiré au sort, il effectue lui-même son programme en autonomie, avec les indications que leur a données Samir Ben Saïd, pendant 3 mois. Au bout des 3 mois, on verra ce qu'il aura pu réellement faire sur cette simple prescription. Débrouillez-vous maintenant tout seul. Je pense qu'ils vont s'améliorer, mais probablement assez peu. Et l'autre moitié, eux, bénéficiera directement d'un enseignant à part dans les maisons sport et santé de la région que vous connaissez bien. Et ça, bien entendu, ça a un coût. Et c'est le centre de recherche qui prendra ça en charge. Donc, les séances d'enseignant à part, 2 à 3 par semaine, dans ces maisons, seront financées par le centre de recherche. Donc, tous ces 2 groupes vont faire cela pendant 3 mois. On les reverra au bout de 3 mois. Ils seront évalués. Et là, à partir de ces 3 mois, eh bien, on leur dira, vous avez 3 mois encore dans l'étude. Eh bien, ceux qui avaient l'enseignant à part ne l'auront plus. Et on verra à ce moment-là comment ils sont capables de poursuivre et de maintenir ou pas leurs bons résultats. Et ça sera riche d'enseignement. Et par contre, ceux qui n'avaient pas l'enseignant à part et juste faisaient ça par eux-mêmes, pourront à ce moment-là en bénéficier. Au terme de ces 6 mois, on pourra faire le point sur ce qu'apportent les maisons sport et santé et l'APA dans cette histoire. Est-ce qu'il faut poursuivre ou pas la prise en charge de ces patients? Diapositive suivante. Voilà, c'est l'étude Actidiable. C'est une alternative aux médicaments ou un complément aux médicaments, donc on ne peut pas les opposer.
L'idée, évidemment, c'est qu'on les prescrive comme un médicament. Il faut bien sûr en démontrer l'efficacité. Et avec ces résultats-là, eh bien, ça nous permettra d'aller discuter avec les autorités de santé pour voir comment obtenir la prise en charge. Le vrai fond de l'étude, c'est ça, c'est d'arriver à faire prendre en charge par les autorités de santé l'activité physique adaptée dans les milieux de sport et santé, au même titre que l'assurance maladie prend en charge la metformine, les SGLT2 et l'insuline, bien sûr, exactement de la même façon. Donc c'est ça le but ultime, c'est d'avoir les éléments pour négocier cela au niveau de la CPAM, puis de remonter au niveau national, bien évidemment. Diapositive suivante. Donc, ça reprend un petit peu ce que je viens de vous dire. Faire de l'exercice physique un traitement opérationnel du diabète de type 2, bien sûr, mais dans un cadre strict, avec des enseignants à part structurés qui sont capables de prendre en charge durablement les patients pendant une période de 3 mois. Diapositive suivante. Alors, il y a des conditions à cela. Alors, bien entendu, il y a le problème des répondeurs non répondeurs, mais ça, pour l'instant, justement, on a quelques idées sur est-ce qu'on peut le prédire. Et on va en dire un petit mot, Samir vous en dira un petit mot tout à l'heure. Mais on va supposer que tout le monde répondra à la pas au démarrage, bien sûr. Il faudra que ce soit prescrit par le médecin du patient. Il faudra ensuite que ce soit réalisé par un spécialiste qui n'enseignera pas dans des maisons sport et santé, privées ou publiques d'ailleurs. Toutes maisons de santé seront bonnes à prendre. Et bien entendu, l'objectif, c'est la prise en charge par l'assurance maladie. On vient d'en parler, c'est une réévaluation périodique pour éventuellement renouveler la perception. Voilà le projet général de ce travail. Diapositive suivante. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, le problème des patients répondeurs et non répondeurs à la PA. Diapositive suivante. Voilà, et là, je passe la parole à Samir Ben Saïd, qui est donc aussi, lui aussi, enseignant à part. Et chercheur aussi. Et chercheur en physiologie. Donc, rebonjour à tous. Donc, nous savons tous que dans le diabète de type 2, donc, la pratique de l'activité physique chronique permet d'améliorer la régulation glycémique. Sauf que, à dépenses énergétiques égales, on peut observer des personnes qui sont répondeurs et des personnes non répondeurs sur le plan glycémique à l'exercice. Et nous pensons que les personnes non répondeurs sur le plan glycémique à l'exercice sont beaucoup moins sensibles sur le plan métabolique aux adaptations de l'activité physique. Et nous pensons aussi également qu'il existe une signature moléculaire spécifique permettant de différencier les personnes qui vont répondre ou ne pas répondre sur le plan glycémique. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, une étude de Clark en 2017 sur des sujets sains a permis de cartographier, de lister plusieurs molécules clés qui sont en lien avec les adaptations de l'activité physique d'endurance chronique. Et nous pensons que les personnes non répondeurs ont l'expression, une défaillance de l'une ou plusieurs de ces molécules. C'est pour ça que dans notre projet Actiam, on va mesurer via des prélèvements sanguins plusieurs de ces molécules afin de mettre en place un test prédictif permettant de différencier les répondeurs des non-répondeurs pour améliorer les prises en charge futures, que ce soit par l'activité physique ou alors par la pharmacologie. Suivante. Et là, je repasse la réponse. Donc, écoutez, là, mon Dieu, je vais peut-être passer la parole. On va peut-être avancer là-dessus. Donc, ça, c'est les différentes maisons sport et santé, mais je pense que vous les connaissez mieux que moi. Diapositive suivante. Ça, c'est le budget de l'étude que le CERID va avancer, bien sûr. Donc, il est à votre disposition et on peut passer vite là-dessus. Donc, si vous voyez que sont coûteuses. Et je voulais surtout se concentrer là-dessus, parce que c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est les critères d'inclusion et les critères de non-inclusion. Il faut donc des patients diabétiques de type 2,
soit nouvellement diagnostiqués, donc qui n'ont pas de traitement, soit qui ont déjà un traitement, mais qui est insuffisant et pour lequel il faut faire une escalade thérapeutique. Donc ces gens-là sont entre 18 et 67 ans, ils ont signé le consentement évidemment. Ils sont bien sûr d'accord pour pratiquer une activité physique régulière, adaptée à leur situation. Parce que beaucoup de ces gens, on parle de sport, ils avaient aussi, cher docteur, je ne suis pas capable de le faire. Il faut expliquer que justement, il y a des enseignants spécialisés des APA qui leur apprendront à faire une activité tout à fait compatible avec leurs possibilités physiques. Et puis, il faut qu'ils soient d'accord pour porter un bracelet Fitbit, charge 6, spécialiste ici, Samir, qui permettra d'enregistrer en continu, en particulier la dépense énergétique de ces patients et surtout l'augmentation de la dépense énergétique. Donc ça, c'est un objet très important. On sera riche de renseignements, qui est capital, bien sûr, parce qu'on sera à la calorie près l'augmentation de la dépense d'activité physique de ces patients. Donc le critère de non-inclusion, vous le voyez, c'est bien sûr du petit pain. Ah oui, les patients qui ont des sulfamides, il y en a encore quelques-uns. Et puis toutes les autres, les morbides, bien sûr, mais pas question des invités. Évidemment, il ne faut pas qu'ils aient de corticoïdes, de bêta-bloquants, diapositive suivante. Voilà, donc ça c'est la diapositive de liaison. Je vais vous passer la parole ensuite. Les patients, ils sont en général assez contents. Les quelques-uns qu'on a déjà commencé à inclure étaient tous très partants. Je veux dire, j'étais assez surpris de la bonne résidence générale quand on a proposé le truc. Ils ne sont pas d'accord. Les quelques-uns qu'on a rencontrés étaient très enthousiastes. Et puis les médecins, voilà, on a parlé de vous, bien sûr. Il faut rappeler que toutes les dépenses entraînées par cette étude seront prises en charge par le centre de recherche, évidemment. Parce que tenez au courant largement des résultats. Diapositive suivante. Voilà, et là, je vous passe la parole. Je ne sais pas qui va prendre la parole chez vous. Dominique ou Pascal, mais avant de commencer, est-ce que déjà il y a des questions sur la présentation de l'étude? Alors, moi, j'ai une question sur le contenu. Vous envisagez à terme le remboursement de l'APA enfin la prise en charge par l'assurance maladie, mais sur quelle période? Enfin, sur quelle durée plutôt? 1 an, 5 ans, 10 ans? Et autrement dit, est-ce que le fait de faire rentrer les patients dans un programme APA a un effet rémanent et ils continuent à se bouger même quand ils sortiront du programme? C'est justement là l'intérêt de l'étude qui dure 2 fois 3 mois. Donc, des différentes discussions et décisions forcément un peu arbitraires, on a dit que le programme durait 3 mois et on se donnait 3 autres mois pour voir si le bénéfice se maintenait en termes métaboliques et aussi en termes de comportement. Donc, c'est bien pour répondre à ce type de questions. Alors, vous direz, ça ne fait que 6 mois, mais enfin, c'est déjà ça. Et ça donnera des idées de voir ce qu'il faut faire ensuite. Il fallait d'abord commencer par explorer ça. Donc, 3 mois d'APA, puis 3 mois d'observation et de voir si ça se maintient ou pas. Est-ce que j'ai répondu à votre question, M. Charbonnel? Parfaitement. Je vous remercie. J'ai aussi une autre question pratique. C'est le docteur Estadieu de Waldorf. Le bilan qui va être fait, il sera fait sur Paris où la personne se déplacera ça sera groupé, on pourra grouper les patients, il faudra les envoyer un par un. Comment vous avez prévu d'agir au niveau logistique en fait? Donc, sur le plan logistique, en fait, tous les patients, on les voit ici au série, ça veut dire sur Évry-Courcouronnes. À chaque fois, on les voit. En fait, il y a 6 visites qui sont prévues sur les 6 mois. Et on les voit à chaque fois des demi-journées. Ça veut dire qu'ils commencent à 8 heures, ils terminent à midi. Et de là, donc, du coup, on leur fait vraiment tout un bilan biologique avec des prélèvements sanguins, physiologique avec des tests d'effort,
des tests fonctionnels, mais aussi comportementaux aussi avec des questionnaires. Donc, on fait vraiment un bilan vraiment. Et c'est effectivement ici, dans le centre Oui, de ici, recherche. ici, Hein. ici, bien. Tout se fait dans le centre de recherche. Leurs frais de transport seront pris en charge aussi, bien sûr, s'ils ont des dépenses de transport. D'accord. Est-ce que vous pourriez, parce que les personnes vont nous le demander, ça peut être un frein, nous faire un petit résumé justement de voilà, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est prévu, comment ça va s'organiser Tout pour. à fait, on fera un petit flyers pour les patients, qui a Ouais, déjà été fait d'ailleurs. Bien Pour les entendu, avec médecins. tous les éléments pratiques. Il faudra qu'on fasse ce flyers. Oui. Richard m'a oublié quelque chose. Non, on moi a j'avais. déjà un flyer qu'on peut Il y a Ouais, déjà un flyer à pour les votre médecins. disposition Pour les médecins. ouais. on a déjà donné, on l'affinera pour les patients, mais le flyer est déjà disponible. J'ai J'ai une une question deuxième également. question. Ah, Pardon. pardon. C'est à Non, c'est destination des médecins. je vais juste finir. Allez-y, allez-y. Vous parlez à un moment donné pour inclure de la glycémie supérieure à 26. C'est-à-dire que vous ne voulez que la glycémie. Vous ne tenez pas compte de l'HbA1c. C'est pour savoir qu'est-ce qu'on cherche. Vous voulez deux prélèvements de glycémie Soit à diabétique. combien d'intervalles ouais. Il Vous il n'avez faut pas qu'il parlé soit, de l'HbA1c. il faut qu'il soit diabétique. Et le diabète se définit par deux glycémies D'accord. supérieures à 1,26 Et g. c'est tout. Point. Oui, ok. D'accord. Il faut qu'il soit diabétique. Alors, les flyers, vous les mettrez à votre disposition et c'est vous qui les remettrez aux patients si vous voulez bien, quand vous leur en parlerez, bien sûr. Et ça, on le mettra à votre disposition. Oui, c'est à disposition des médecins. Comment? Oui, c'est bon, c'est bon. Du coup, Donc, parce que j'en profite pour poser ma question. Donc, Florent Caselli, médecin généraliste à Épinay-sous-Sénart. Déjà, merci pour la présentation. Je trouve que effectivement, l'activité physique adaptée, il y a besoin d'avoir des études pour qu'on puisse enfin avoir un remboursement. Moi, par rapport à l'étude qui est présente là, j'ai pas bien compris quel était le critère de jugement principal finalement. Est-ce qu'on va se concentrer sur l'évolution de l'hémoglobine glyquée, pardon, sur le maintien de l'activité physique adaptée, sur la qualité de vie, sur la morbimortalité? J'ai pas compris. Alors, tous ces patients porteront un CGM, un enregistreur continu de la glycémie, pendant toute la période, enfin, pardon, pas pendant toute la période, des bêtises, avant la fin de chaque période, qui nous donneront des renseignements très précis sur les profils glycémiques de ces gens, puisque on a prévu les renseignements pendant plusieurs jours. Donc ça sera là le critère de jugement, c'est les valeurs de CGM. Qui vont porter pendant 14 jours. Donc, on aura une période de baseline avant la période de rentraînement de 3 mois. Et donc, après, on les voit 3 mois après. Et donc, on repartira aussi sur un CGM pendant 14 jours. Et on fera la différence des moyennes glycémiques entre avant et après. Voici notre critère de jugement principal. Les CGM dont on dispose ont une action qui dure 14 jours. C'est pour ça. Et on les remettra en place, ils n'ont pas à s'en occuper, ils oublient. C'est assez discret et ça s'oublie très facilement. Mais évidemment, avant les 3 mois et aussi après 3 mois, nous mesurons aussi la glycémie, évidemment à jeun, et l'hémoglobine glyquée. Mais nous, dans notre protocole, c'est vraiment les moyennes glycémiques sur 14 jours qui nous intéressent le plus. Parce qu'on pense que, on pense que l'activité physique va entraîner des effets adaptatifs métaboliques permettant justement de réguler la glycémie chronique. Donc, c'est pour ça que avoir une moyenne de glycémie sur 14 jours, ça nous permettrait d'avoir une visualisation. C'est très robuste. C'est ça, en fait. Ok, je comprends bien. C'est juste que ça me questionne sur l'intérêt pour le patient en tant que tel, ce qui est important pour les patients, c'est la qualité de vie, c'est améliorer leur état de santé. J'entends tout à fait vos arguments, hein, ça me paraît cohérent, mais je me dis que ça serait quand même intéressant de savoir un peu comment ils vivent le projet, l'activité physique et comment évolue leur qualité de vie. Alors après, ça peut être sur des études de cohorte un peu plus longues, mais du coup, voilà, ça me questionnait en tout cas. Mais je t'en prie. Oui, alors aussi, on a aussi une évaluation comportementale sur 6 questionnaires qui sont vraiment très rapides. Et dedans, nous avons le questionnaire SF12 Ok, qui va justement mesurer la qualité de vie, mais on a aussi du stress, on a aussi la motivation d'accord. à l'activité, etc. On a aussi le sommeil. Il y a 6 questionnaires différents qui abordent ces différents aspects. Donc, on aura Ok, super. des données très riches. Ça marche, merci. Ah, on pourra avoir un modèle de ces questionnaires pour Bien sûr, Bien sûr, on va vous envoyer le dossier complet. oui, en pour fait, être sûr de
bien répondre aux questions posées. Merci. Bien sûr. Est-ce que Pascal, tu veux présenter? Ah, pardon, il y avait une question. Arnaud? Ouais. Oui, je voulais savoir, c'est une étude régionale ou que départementale? Essonne. Dans les sols. C'est vous, Alors, c'est tout ce qui est apporté de voie. Il faut que les patients puissent venir. Voilà, c'est c'est ça, ça. c'est D'accord. ça, en fait. Donc, on est allé directement auprès des gens qu'on connaissait, c'est-à-dire vous, mais tout est ouvert. Hein, Non, tout parce que ça. moi, je suis limitrophe avec le 92. Du coup, je voulais savoir si un patient qui habite Antony, est-ce que c'est un biais de recrutement pour vous? Est-ce Ah non, que... non, 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 pas du tout. Absolument pas. Du tout. Non, non, on n'a pas de limite géographique, c'est Non, juste non, la limite de non. faisabilité. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que le patient puisse venir au centre, en tout cas, et en tout cas, Encore une fois, on remboursera les frais de déplacement. bien sûr. Et puis, on trouvera à chaque patient une maison de santé la plus proche de son domicile afin de vraiment faciliter l'acquisition aux séances. Et pour vraiment, dans un désert de maisons sport santé, on prévoit, il y a quelques maisons sport santé qui ont le dispositif de séances en visioconférence. Donc, du coup, même pour ces patients-là qui seront très très loin, on pourra aussi leur proposer de l'activité physique à distance. Moi, j'avais une dernière question que je m'étais pas posée avant. Euh, Bien évidemment, les professionnels de santé qui ne sont pas généralistes peuvent participer au recrutement des patients, puisque c'est vous qui êtes investigateur. Nous, nous sommes que, entre guillemets, recruteurs. Et peu importe les patients, enfin, peu importe le biais, puisque c'est vous qui décidez d'inclure ou de pas inclure selon les critères de l'étude. Ça veut dire que une diététicienne, je vois Emmanuel dans la liste, peut tout à fait déclencher et adresser des patients, idem pour les pharmaciens. Si vous en êtes d'accord, oui, mais il me paraît absolument évident que vous serez d'emblée mis au courant si par hasard ça n'avait pas été fait pour une personne arrivée, vous reviendrez tout de suite pour vous demander si vous en êtes d'accord ou pas, Oui, bien sûr. Vous êtes quand j'allais même le dire, médecin ça c'est notre généraliste. cuisine interne et faire en sorte que les toutes les professions communiquent ensemble, mais ça, on commence à avoir une certaine habitude. Mais effectivement, on peut tout à fait imaginer, dans la mesure où les patients sont dans le parcours diabète sous une forme ou sous une autre, que les autres professions de santé participent au repérage. Tout à fait, bien entendu, mais in fine quand même, le médecin généraliste, c'est vous qui connaissez le patient, et quelque part, c'est vous le chef d'orchestre de ses soins, bien sûr. Et donc, votre accord est indispensable, bien sûr. Oui, mais dans la mesure où les périodes d'inclusion sont un peu courtes, il arrive que les diététiciens ou les pharmaciens voient les patients plus souvent que nous quand même. Oui, bon, mais Alors, on s'assurera. j'en profite Pascal pour faire une petite parenthèse. Je voulais juste intervenir. On a discuté pas mal avec Samir concernant la diététique en parallèle. Donc, dans les critères d'inclusion, je pense que c'est important aussi de préciser que le patient accepte de décaler son soin nutritionnel, étant diagnostiqué diabétique. Et du coup, alors les diététiciens nutritionnistes, on n'est pas forcément les meilleures personnes pour inclure parce que nous, le patient vient nous voir pour avoir un soin diététique. Mais bon, voilà, c'est un peu la contrainte parce que moi, j'aurais bien aimé inclure, mais sachant que le patient est en demande de soins diététiques, c'est peut-être pas l'idéal pour moi. Euh, c'est intéressant ce que dit Emmanuel. Ça veut dire qu'on ne peut pas démarrer, par exemple, parce que ça, il faudrait nous le dire, c'est Voilà. vrai. Donc en fait, c'est On ne ça peut dans pas les démarrer critères de d'inclusion. l'ETP en même temps qu'on fait ça? C'est Ouais, en fait, dans les exactement ça. critères d'inclusion, il faut que ça soit stable et Samir m'avait expliqué qu'ils avaient en fait, qui faisait une enquête alimentaire et que le but, c'était de Exact. justement bien stabiliser ces données Ah, pendant 3 ans d'accord. pour qu'il n'y ait pas le Donc ça, biais de c'est la... important. Ça veut dire que ces patients-là, il ne faut pas qu'on les mette en ETP en même temps. Absolument pas. Ça veut dire que vraiment, une fois que ces patients-là, vous les voyez, puis que vous, justement, vous nous les envoyez, il faut vraiment, entre ce laps de temps, il n'y a aucune prise en charge de votre part qui est mise en route. C'est-à-dire que ce soit par la Ah, c'est important ça. D'accord. OK. et Merci. que ce soit au niveau pharmaco,
ETP nutritionnel? Est-ce que il faut vraiment des patients qui soient vraiment vierges de tout traitement et de là, nous, on Ou pourra qui a un justement traitement répondre. stable, c'est Oui, ça. ou stable Voilà. En depuis clair, longtemps. il faut que le traitement soit stable, s'ils en ont un, diététique ou autre, ou médicamenteux. Évidemment, Qui quand on marche veut, pas. qui est insuffisant, bien C'est sûr. ça. Il faut vraiment prescrire un seul médicament qui sera l'APA, bien sûr. D'accord. Que n'oubliez pas de les orienter vers la diététique juste après. Non, c'est compliqué parce que là, parce qu'en fait, c'est juste nouveau. Donc, du coup, si ils écoutent bien, il y aura des fortes probables chances qu'ils vont pouvoir réguler leur glycémie et on va pas pouvoir savoir est-ce que c'est l'APA ou est-ce que c'est la nutrition ou un autre traitement. C'est pour ça que là, c'est encore une autre question encore. Oui, il faut vraiment qu'on choisisse, mais ça c'est important parce que c'est un message, vu qu'on fait tous de l'ETP dans nos CPTS, il faut vraiment pas qu'on fasse les deux choses en même temps pour ces patients-là. Ok, Ah donc oui, c'est sinon on important. verra rien. Et Vous c'est n'avez ça. pas fait Merci de ta question, de ton intervention, Emmanuel. Bah, Sinon, c'est ça j'aurais juste très fait des peu de décalé de temps. 3 mois, en fait. C'est ça? ouais, on aurait fait des C'est bêtises. ça. Merci. Ouais. Mm. Est-ce que Pascal, tu vas intervenir pour présenter notre circuit au niveau inter-CPTS? Alors, et puis ça permet de répondre indirectement aux questions qui sont posées dans le chat. Alors d'abord, en préalable, moi je me félicite que les CPTS soient des outils fin de intervenant dans les études en soins primaires, parce qu'on sait bien que sur des sujets comme ça, on est très très sous-dimensionné, en particulier en France, et que probablement les CPTS vont permettre d'améliorer, ça fait partie des projets de la FCPTS, les études en soins primaires. Et si ce projet existe, c'est aussi parce qu'on se rend compte et que les rencontres sur le département au sujet du diabète datent de plusieurs décennies, avec les chefs de service successifs du service de diabéto du CHSF que je remercie, même si vous n'êtes plus chef de service. Ça doit bien exister le terme de chef de service honoraire, quelque chose. Euh, Je vais dire et un autre c'est camarade qui a pris ma place, c'était très bien. oui, non mais bien sûr. Et puis c'est un professeur, alors du coup ça va aussi dynamiser cet aspect recherche. Euh, Moi, ce que je voulais souligner, c'est que c'est une étude et que comme toutes les études, elles sont extrêmement contraignantes. Mais si on veut prouver des choses, il faut que les règles soient précisées. C'est ce que vient de préciser Emmanuel et Christine. Il faut accepter que sur ces patients-là, il n'y ait pas d'autres interventions sur les deux périodes de 3 mois. Et ça, c'est quelque chose auquel on n'est pas encore acculturé et qu'il va falloir qu'on améliore. Pour ce qui est de, de ce circuit-là et de cette étude-là, alors, nous, quand je dis nous, c'est les trois CPTS autour de la table, Val d'Orge, Val d'Yvette et Noé Santé, qui ont un outil commun qui s'appelle Entrac, que tout le monde connaît, même si vous les utilisez pas. Et le principe est, pour simplifier la vie des médecins, c'est qu'une fois qu'un patient est identifié comme étant susceptible de rentrer dans l'étude, eh ben on utilise cet outil-là pour les signaler au CERID. C'est plus simple pour nous. On a l'habitude, c'est les patients qui sont dans un circuit de prise en charge par leur professionnel de santé. Donc ça, c'est notre routine. On fait comme ça. Mais ça ne veut pas dire que les gens que les CPTS qui n'utilisent pas Entract ne puissent pas participer. Puis en plus, elles sont bien représentées autour de la table. En même temps, individuellement, les médecins, enfin, je vous rappelle qu'Entract est gratuit pour les médecins individuellement. Si vous voulez télécharger Entract pour inclure les patients à titre individuel, où que vous soyez, que vous travaillez, ça ne pose aucun souci. Euh, Pourquoi on utilise ça? Parce que l'idée, c'est de trouver l'équilibre entre participer à une étude et simplifier la vie des médecins et assurer le suivi de nos patients. C'est pour ça que le circuit mis en place, il est assez clair. En tout cas, chez nous, c'est un patient
qui est diabétique, donc il est possiblement inclus dans le parcours des T2, c'est-à-dire diabète de type 2, ce qui lui permettra ultérieurement de bénéficier des actions de TP si on les met en place et des actions diététiques si on les met en place. J'ai bien dit ultérieurement, je crois que j'ai compris le message. Après, ça nous permet, une fois qu'on a signifié au patient ce que c'était, qu'on lui a présenté, en lui disant qu'on allait le soumettre à candidature, c'est un peu comme ça que ça, moi je le conçois, et puis qu'il serait pris ou qu'il serait pas pris en fonction des critères qui dépendent de son état de santé, de sa capacité, etc. L'autre solution, c'est d'appeler le coordinateur de la CPTS, mais franchement, pour ceux qui n'utilisent pas Entract, vous pouvez passer un coup de fil. Les coordinateurs de CPTS sont habitués à ce genre d'exercice. Une fois que cette démarche est faite, on se charge de l'orienter vers le CERID qui, lui, le recontacte et puis continue à tenir au courant le médecin traitant. Moi, la seule chose que je voulais dire, c'est que, un, ça implique un partenariat qu'on a déjà bien avancé sur les maisons sport santé. Donc, on aura des interlocuteurs sur le terrain pour faire de l'activité physique adaptée à ces patients si nécessaire. Deux, qu'il y ait dans les limites de l'étude retour vers le médecin traitant, c'est-à-dire que il y a un tirage au sort, donc on ne sait pas dans quelle catégorie va être quantifié le patient, etc. Mais on sera tenu au courant directement, soit par l'étude, enfin au fur et à mesure, soit par une circulation par Entract, comme on le fait sur les autres projets, voilà. Et comment peut-on avoir les coordonnées du CERID? À mon avis, elles sont sur les diapos. Pour répondre à la question de Laetitia, pour l'adressage des patients sans entracte, bah, vous allez avoir toutes les diapositives de la présentation de ce séminaire. Vous aurez l'ensemble du dossier, bien sûr. Voilà. Mais je suis impressionné de votre ténacité pour proposer cette étude et d'avoir réussi à la faire accepter en financement. Quand on fait de la recherche, on sait à quel point c'est difficile. Ma question persiste, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fera des patients et plus globalement, qu'est-ce qu'on fait des patients qui sont pris en charge dans l'APA dans le cadre du diabète et qui après, bah, pour une question de durée de prescription ou autre, ne sont plus pris en charge? Comment on fait? Est-ce que ça a été étudié d'un peu plus près pour les relancer, pour les maintenir à l'exercice, etc. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Oui, l'étude va durer 6 mois. Au terme de ces 6 mois, évidemment, Ouais. la partie étude s'interrompra. Et j'ai juste une dernière question. Je suis pas, ou alors je l'ai pas vu passer. L'inclusion, c'est 120 patients, c'est ça? C'est ça. D'accord. Il y a beaucoup de monde, hein, donc on a vraiment besoin de vous. Et donc, nous, on charge les patients pendant 6 mois. Et après, vous reprenez la main, bien évidemment. Le patient ayant acquis un certain nombre de données sur l'activité physique, charge à lui de soit le poursuivre seul, soit s'il a les moyens de continuer dans sa maison de sport et santé, en attendant, bien entendu, un processus long de prise en charge par l'assurance maladie. Et vous savez comme moi que ça prend des années, ça. Oui. Voilà. Moi, j'espère que c'est clair pour tout le monde et puis je suis à disposition Il pour reste répondre aux juste questions. si vous en avez. deux, trois diapos. Mais avant, il y a Christine qui a une question. Euh, euh, oui, pardon. Moi, j'ai une question, oui, parce qu'en fait, tous les territoires n'ont pas des maisons sport santé, mais on a quand même des APA qui sont pas forcément enseignants APA, mais qui ont le niveau 1 ou 2 de la formation. D'autres peuvent être enseignants APA et se déplacer dans la CPTS. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que pour les territoires qui n'ont pas de maison de santé, comment est-ce qu'on va pouvoir regarder ce qui peut se faire sur le territoire d'équivalent? Parce que moi, j'ai peur que les gens n'aillent pas, c'est un peu la peur qu'on a depuis le début, nous, avec notre APA, c'est que les gens ne veuillent pas aller plus loin, trop loin, quoi. Et donc, surtout des gens qui travaillent. Donc, qu'est-ce que vous avez prévu pour les lieux ou les CPTS qui ont la maison de sport santé qui est loin? Alors, Quand vous dites enseignant APA, est-ce que c'est vraiment enseignant APA ou ça peut être pris en charge dans des clubs qui font de l'APA
ou dans des montages comme nous, on a fait chez nous on a déjà un système de programme comme ça pendant 3 mois qui marche bien avec un enseignant de PGV, c'est-à-dire la gymnastique, qui a toujours fait du sport santé. Voir est-ce qu'on peut faire ça comme ça, dans ces cas-là, l'étude qui paye le programme au lieu que ce soit du coup la CPTS. Voilà, c'était pour savoir en fonction des territoires si vous avez prévu une possibilité de structure ou alors demander aux maisons de sport santé qu'elles se déplacent pour un enseignement dans les territoires un peu éloignés. Est-ce que ça, c'est prévu ou pas? Alors, je voudrais vraiment faire la différence entre un professeur APA et un éducateur sportif formé à la santé. Donc nous, d'un Je point de vue sais. sécurité, voilà. Donc nous, d'un point de vue sécurité et réglementaire, on a vraiment choisi des partenaires des maisons de santé avec au moins un APA qui permet de coordonner plusieurs éducateurs sportifs formés à la santé. C'est au minimum ça D'accord. pour qu'on puisse justement inclure ces patients-là dans des structures de maisons sport santé. Alors, pour les personnes qui sont vraiment éloignées, où il n'y a pas de maison sport santé le plus proche, ou au moins avoir un APA, donc il existe des possibilités. Donc, il y a quand même des possibilités d'avoir des APA qui sont un petit peu à leur compte et qui sont la possibilité de se déplacer à domicile. Donc, ça, c'est Oui. envisageable. Ouais. Ou, Mm. ou alors, on a des maisons de santé avec des dispositifs qui permettent justement de faire de l'activité physique à distance. Donc, tout ça en visio. Donc, il existe encore, ouais, donc on a quand même des possibilités. Soit le patient qui puisse justement se déplacer, soit un appât un petit peu privé qui pourra aller à son domicile, ou alors dans un lieu permettant de faire une activité physique et sportive, ou alors une possibilité de faire de l'activité en visio. D'accord. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a par exemple Paris-sur-Angis, UFOLEP se déplace. Ouais. Ok, Ah, merci. de rien. Peut-être la diapo suivante, Élodie, s'il te plaît. Mm. Alors, je suis pas certain que ça soit le moment adapté pour présenter comment ça fonctionne sur Entraque, dans la mesure où je regarde, il y a quand même pas mal de participants qui sont enfin, qui sont sur des territoires et où l'outil n'est pas utilisé. Et c'est, de mon point de vue, une excellente nouvelle. Ça veut dire que quand il y a une, deux ou trois CPTS, je me rappelle très bien la première discussion qu'on a eue à propos de cette étude dans les journées de la forme qui étaient organisées par 4CPTS sur un autre territoire. Je pense que le propre, c'est la souplesse. Cette étude n'est pas managée par les CPTS. Les CPTS sont juste un support de recrutement parce que on est plus en communication et avec les patients et avec les professionnels de santé. Mais le leader de l'étude, c'est le CERID et c'est lui qui décide effectivement de ce qui relève de tout ce qui est l'étude. Donc, si des personnes sont intéressées à titre individuel, même si le CPTS n'y participe pas pour utiliser Entracte à cette occasion, ça ne pose aucun souci. C'est pas dépendant de la CPTS, cet aspect-là. Alors après, si vous souhaitez voir comment ça fonctionne, je pense qu'on va pas faire la démonstration maintenant, d'abord parce qu'il est un peu tard et que c'est pas l'essentiel de la réunion. Je propose qu'on le garde pour ceux qui auront envie de le faire. Et quant à la remarque sur une infirmière n'est pas une aide-soignante, je pense qu'on peut faire plus délicat quand on a quelque chose à dire. Quand même, c'est pas. Bien sûr que la licence papa est quelque chose d'important. Bien sûr qu'être enseignant n'a pas, c'est quelque chose d'important. Mais de là à mettre des hiérarchies entre des professions médicales, je trouve ça inadapté. Voilà. Alors, pour ce qui est des trois CPTS qui sont sur les diapos, nous avons décidé de financer les médecins qui jouaient le jeu d'inclusion en direction de la CPTS. Ce financement est pris sur les fonds de la CPTS et n'est pas pris en charge par l'étude, je tiens à le préciser. Enfin, c'est deux choses différentes. J'avoue que j'ai même pas regardé si vous aviez prévu une indemnisation pour les médecins traitant des patients.
ce qui montre bien que c'est rarement une motivation pour moi. Mais nous, on tient à indemniser à tous les patients qui participent. C'est considéré comme de la recherche clinique et c'est intéressant que ça soit valorisé auprès de nos adhérents. Et comme c'est signalé, les autres CPTS peuvent avoir un fonctionnement totalement différent. Voilà, c'était le point qu'on voulait présenter. Vous avez là les coordonnées des trois CPTS et vous aurez les coordonnées de l'étude. Vous n'hésitez pas. C'est nous qui avons organisé ce webinaire parce que ça nous semblait un moyen simple de le faire pour que tout le monde puisse y participer. On a une trentaine de participants sur les deux sessions. Je trouve que c'est euh, c'est un bon succès. Et Et c'est puis ça remarquable. Bravo, hein. que le double sujet du diabète et de la recherche clinique sont des sujets qui peuvent avancer via les CPTS.